Interview de Laurent Cordailla pour Ben Weasel Film. Quand tout semble perdu. Alors Laurent, je déteste les introductions, donc on va attaquer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui tomberait sur cette vidéo devrait la regarder? Mais tu vois, j'ai fait un constat suite à mon expérience personnelle et professionnelle depuis 30-40 ans, c'est que la négativité coûte très cher à la société. Donc la négativité est un véritable fléau pour nos familles, notre santé et nos entreprises. Et de quoi je parle, c'est justement comment contrecarrer cette attitude négative. Et le coût humain et financier est inestimable. Et moi, ce que je vais faire passer comme message, c'est qu'il y a un antidote, une solution que j'ai à proposer. En visitant ton site, on voit que tu dis que tu es ni coach ni thérapeute. Alors je suis curieux de savoir comment est-ce que toi tu te définis. Je m'inscris plus dans du mentorat, c'est-à-dire que je suis un garçon qui a une grande expérience humaine et professionnelle, assez dense, une histoire assez atypique, beaucoup d'échecs, et justement j'ai modélisé tout cela et j'en ai fait une méthode appliquée, inspirée de l'expérience terrain. Donc c'est plutôt du mentorat que du coaching. Qu'est-ce que tu entends par mentorat? Mentorat, c'est de l'expérience transposée, donc je partage mon expérience et les gens en font ce qu'ils veulent, mais le but étant d'avoir des résultats tangibles. Et comme c'est inspiré de choses et de situations réelles, pratiques, terrain, et bien très rapidement on travaille en sparring partner avec les clients et puis ensemble on va trouver des solutions pour sortir généralement de situations de crise. De quel type de crise on Alors tu as des parle? crises personnelles, privées, un divorce qui se passe pas bien, un licenciement à 50 ans, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je me mets à mon compte? Des questions existentielles, mais aussi des crises qui sont de l'ordre de j'ai vendu mon entreprise, je fais quoi maintenant? Ou j'ai 30 ans, je vais gagner 10 ans, donc des trentenaires viennent à moi aussi pour que je les aide à optimiser leur carrière, mais aussi des gens de mon âge, à savoir la soixantaine, qui me disent j'ai fait une belle carrière financière, mais j'ai juste oublié de vivre et d'exister et je viens vers toi pour voir comment on peut se réinventer. Mais la plupart de ma clientèle, environ 45 ans, et c'est là vraiment il y a des choses qui se passent, que ce soit privé, professionnel et voire même sur la santé. Alors c'est marrant parce que tu as parlé d'histoire avant et puis c'est un truc que tu dis sur ton site internet. C'est-à-dire que la première question que tu poses à tes clients c'est quelle est ton histoire? Donc c'est très naturellement que j'ai envie de te poser la question, quelle est ton histoire et qu'est-ce qui fait que tu es toi comme tu es aujourd'hui? Alors mon histoire, elle est assez dense, je vais la pitcher rapidement, j'ai 62 ans, je suis de la région, et en fait j'ai passé 40 ans à barouder, je suis un baroudeur, j'ai toujours aimé cela, donc plutôt pratiquement 80 pays visités dans le monde, hein, à connotation sportive, arctique, Himalaya, Cordillère Darwin, les favelas au Brésil, traverser des déserts, etc. J'ai eu un énorme vécu de l'humain, déjà par ces expériences d'extrême. J'ai rencontré bien souvent des situations de mort, et où il fallait, par mon attitude positive, m'en sortir. Et puis j'ai à titre privé aussi pas mal souffert. À 20 ans, j'ai perdu ma première femme, à 45 ans, ma deuxième femme. Donc j'ai quelqu'un aussi qui a vécu des drames. Et puis au niveau professionnel, je suis un entrepreneur et j'ai une histoire aussi particulière. À 47 ans, j'étais millionnaire. Je gérais une société de 60 collaborateurs à Genève avec 15 millions de chiffre d'affaires et j'ai été ruiné en 24 heures à 47 ans. Donc j'ai dû me réinventer. Donc j'ai ces trois piliers, privé, professionnel et je dirais humain, très prononcé et souvent les gens viennent vers moi en me disant mais comment tu fais pour être en forme à cet âge-là, être positif, etc. Et j'ai réalisé en dehors de mon ADN, j'avais quelque chose de particulier, j'en ai fait des méthodes, j'ai modélisé ces expériences-là pour que bien tous on puisse accéder à du bien-être. Alors justement, Bravo. on va visiter tous ces piliers. Donc tu parles beaucoup de montagne. Oui. J'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à la montagne? Est-ce que tu as toujours été sportif? Est-ce que c'est peut-être tes parents qui t'ont initié à la montagne? Comment est-ce que tout ça s'est ficelé, point de vue sportif tout d'abord? Alors déjà au niveau sportivité, mon père est le président fondateur de la Fédération suisse de rugby. C'est lui qui a créé la Fédération suisse de rugby il y a 50 ans. Ok. Donc lorsque j'étais jeune, je jouais au rugby très tôt. Ensuite j'ai fait une carrière de kickboxer pendant 20 ans. Et j'ai aussi intégré, comme je suis franco-suisse, j'ai décidé de faire l'armée en France. Et j'ai intégré les compagnies de combat de chasseurs alpins à Chambéry. Donc j'ai vraiment déjà très tôt dans ma vie une grande sportivité. Ok. Et lorsque j'étais dans les commandos de montagne, j'ai appris la montagne justement. Et là, je me suis concentré sur cette passion il y a 40 ans et je n'ai jamais arrêté. Donc je suis devenu un alpiniste et un montagnard. Et pourquoi la montagne? C'est qu'il y a 10 ans en arrière, j'ai commencé
à accompagner nos semblables, des professions libérales, des chefs d'entreprise, des gens sous pression. Et puis, je me suis rendu compte que les gens n'écoutent rien quand ils sont à la maison, au bureau. Alors que dans la nature, on le sait bien, la qualité de l'écoute est nettement meilleure. Les hormones de stress se diluent, le lien, climat de confiance se crée. Donc j'ai utilisé le support de montagne, on est extrêmement riche dans nos régions, pour ramener les personnes sous pression au niveau de la charge mentale et autres, pour prendre des décisions objectives dans leur vie, dans un cadre neutre. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai développé une activité d'accompagnement, on peut appeler du coaching, en montagne depuis une dizaine d'années. Du coup, est-ce que ça veut dire que ton premier métier, c'était militaire? Alors, c'est pas mon métier, c'est-à-dire que j'ai eu et été un moment militaire, mais non, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne, j'ai travaillé chez IBM à Bussigny, j'ai eu une carrière d'IT et de commercial dans l'IT, et pendant 17 ans, j'ai géré une société à Genève qui s'appelle Prodata, que j'ai créée et développée au bénéfice d'un ami très riche, et que j'ai amené à 15 millions de chiffre d'affaires par année. Donc, j'ai toute une carrière commerciale, marketing, management, CEO, qui me permettait de financer mes voyages. Ça a toujours été cela. Tu avais un job, que ce soit dans l'IT, dans le business, etc. Et parallèlement, tu te lançais dans des aventures pas possibles à travers le monde. C'est cela. Et bien souvent, j'ai acheté de la liberté, c'est-à-dire qu'à un moment, je ne touchais pas à un certain nombre d'argent qui m'était dû, comme des commissions. J'ai acheté du temps libre, ou je négociais et je suis parti environ 4 fois par an tout au long de ma vie. Okay. Donc je suis passé d'aller nager avec des Maoris ou en même temps la même année une expédition au Groenland, voilà, avec des Inuits. Donc c'est ça ma vie. Et quel a été le déclencheur de cette soif d'aventure incroyable que tu sembles avoir? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as vu un documentaire de Mike Horn? Comment est-ce que ça s'est déclenché dans ta tête? Alors c'est très ancien en fait, quand j'avais une dizaine d'années en fait, je rêvais d'être Tintin au Tibet. Okay. Et j'ai eu des parents extraordinaires qui m'ont aidé, qui sont décédés aujourd'hui et qui m'ont aidé à réaliser mes rêves. Et à 16 ans, j'ai traversé l'Égypte en stop jusqu'au Soudan. Et ils m'ont aidé à cela au niveau juridique et autres. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. En fait, très tôt, je n'ai pas eu peur de la mort, mais j'ai eu peur de ne pas vivre. Donc j'ai rempli ma vie en me disant quelle chance que j'ai chaque matin de voir de la lumière, avoir de l'air dans les poumons. Cette conscience-là, j'ai eu très très tôt dans ma vie. On la déclenche généralement à 40-50 ans, mais moi je l'ai eu à 10 ans. Donc j'ai 200 ans de vie. Comme j'aime bien le dire, j'ai 200 ans, j'ai vécu 200 ans, j'ai 60 ans, j'ai un corps de 40 ans et j'ai 15 ans dans ma tête. Ok. Moi, je suis émerveillé par tout ce qui est aventure, etc. Je suis comme beaucoup de monde, voilà, on se contente plutôt de le regarder à la télévision plutôt que de le vivre. Je pense que c'est pas plus mal pour certains d'entre nous, en l'occurrence. En effet, il faut être préparé et bien entouré surtout. Parce qu'on n'a pas forcément tous le mental ni le physique, quoique même si tu m'en parleras après, mais je pense que ça c'est quelque chose qui se développe. Moi, j'aimerais que tu me parles de, je sais pas si on fait un peu un top 3 des aventures les plus folles dans lesquelles tu t'es lancé. Lesquelles te viennent en tête? Faire des enfants. J'ai 3 enfants, je suis même grand-père, donc ça c'est une sacrée aventure. Et je pense qu'il y a beaucoup de héros dans ce domaine-là. Donc je salue nos semblables pères et mères de famille qui assurent dans un monde complexe. Donc déjà c'est une sacrée aventure, j'aimerais commencer par là. Okay. La deuxième, oui, au niveau voyage en tant que tel, ce qui m'a le plus émerveillé, c'est les glaces du Grand Nord. Et je vais y retourner prochainement avec des clients en Arctique pour faire de la peau de phoque. Donc oui, là, le Grand Nord, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On n'en revient jamais pareil. Ensuite, le Népal, j'ai passé 3 mois au Népal, mais il y a 30 ans en arrière, en autonomie complète avec un ami dans les villages, des rencontres exceptionnelles en altitude. Ça aussi, ça m'a énormément marqué. Et puis, je dirais, oui, la cordillère Darwin. Donc, c'est dans le sud de la Patagonie, où jeune aussi, je suis parti me perdre là-bas. Et là, j'ai vécu des choses extraordinaires, et des condors de 4 mètres d'envergure, des glaciers. Le côté sauvage, je pense, de la nature me touche le plus. Ouais. Ah, puis j'en rajoute un quatrième, eh bien les îles de Polynésie, que je connais aussi beaucoup, que je connais bien, j'ai beaucoup voyagé. Okay. Et dès qu'on sort un peu du côté touristique, c'est une merveille au niveau humain et au niveau de la nature. Le gros de tes aventures, avant donc de te lancer dans
le mentorat, Mm. tu voyageais seul. C'était des aventures dans lesquelles tu partais seul, Alors, comme justement Mike Horn que Alors, j'aime bien. j'aime bien creuser ma corne. Dernièrement, j'étais dans un magazine en octobre, Market, et il y a il y a une interview de McCord et de moi juste derrière. C'est Excellent. intéressant, c'était sur comment peut-on transposer les valeurs du sport à l'entreprise. Et j'étais très heureux d'avoir été interviewé derrière cet illustre monsieur. Mais je dirais que la comparaison est très éloignée entre lui et moi. Déjà, moi, je suis un entrepreneur. Il est devenu un entrepreneur et je ne suis absolument pas de ce niveau d'engagement, Mhm. en tout cas au niveau des médias. Ouais. Par contre, au niveau personnel, oui, j'ai fait des choses assez semblables. Donc, on décide de partir, c'est un rêve. J'aimerais insister là-dessus. Et c'est ce qui manque dans notre société, c'est-à-dire de réaliser ces rêves, de Mhm. rêver et d'oser aller les réaliser. Moi, quand j'étais petit, je rêvais trois choses. Je rêvais d'aller voir les baleines en Patagonie, d'aller voir l'Everest et de grimper le Kilimandjaro. Et Ok. je les ai tous faits à l'âge de 25-28 ans. Donc n'hésitons pas, quels que soient nos rêves, de les fixer et de les rendre réels. Et c'est ce qui donne un sens à notre existence. Et le voyage le permet, mais il y a d'autres moyens. La culture, le côté artistique, moi c'était le voyage. Et ça sert à quoi de réaliser des rêves alors du coup? Bah, réaliser des rêves, ça donne du sens à nos projets déjà. Ça peut être un rêve d'entrepreneuriat, hein. Ça donne du sens à nos projets. Ça nous éloigne de la peur de la mort parce que pendant ce temps-là, on est présent. Mhm. C'est très important. Ça crée du lien social, on crée de l'interaction. Et puis les conséquences sont illimitées, positives, à savoir la santé mentale, dans mon cas la santé physique, et puis aussi ben, le bonheur, le bien-être, l'amour. Il y a plein de choses qui fait que réaliser ses rêves est propre à l'humain. Ouais. Du coup, je me demande comment est-ce que tu es passé du côté professionnel, avoir un business, avoir une fonction un peu normale, entre guillemets, à voilà, vouloir quitter ce monde-là et à te servir justement de ton expérience d'aventurier pour justement aider des gens à réaliser leurs rêves et puis à se sortir de certaines Mais en situations. fait, c'est une histoire en fait, assez pratique, assez standard, je dirais. C'est-à-dire que j'ai eu une belle carrière dans le domaine de l'IT, sur Genève notamment. J'étais très connu dans ce domaine-là, Ok. avec cette société ProData que j'avais créée pour un ami. Et puis, grâce à mon succès business, j'avais beaucoup de sous et j'ai pu voyager. Ok. Donc c'est génial, tout était en place. J'avais aussi mon garçon, tout allait bien. Et puis à 47 ans, j'ai vécu un truc pas très cool. Mon numéro 2, qui depuis 10 ans était mon adjoint, a décidé d'aller voir les propriétaires pour qui j'avais développé la société. Et en fait, j'avais refait ma vie avec la RH de la boîte, avec qui j'ai une entreprise, un enfant, pardon. Et le jour de la naissance de notre fille, on a été licenciés les deux. Donc en fait, ce monsieur avait 9 mois, dès qu'il a su que ma jeune femme était enceinte, qui était sa collègue, ce directeur, moi j'étais le CEO, a dit bon, on a 9 mois pour mettre ces deux personnes à la porte pour isoler Laurent et récupérer la société. Et j'en ai fait un roman, que j'ai écrit un roman à l'époque, qui s'appelle Game Over, que je te présenterai si tu veux, que je t'ai même amené. Wow. Mais l'idée, j'ai écrit ce roman parce qu'étant dans la haine, étant ruiné du jour au lendemain, Ouais. avec mon bébé, ma femme qui a pleuré 2 ans parce qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait été mise à la porte. Et en même temps, à la même période, c'est assez victimisant, mon ex-femme que j'aimais énormément mourait d'un cancer. C'était Ouais. en 2011. Donc j'ai vécu un drame, un choc qui m'a fait sortir du monde dans lequel j'étais, où tout allait bien, entrepreneur, réussite, famille, très bonne gestion de mes amis, de mes relations, beaucoup de sous. Et du jour au lendemain, ben, plus rien du tout. Et là, j'ai vécu une descente aux enfers, un game over, avec les banques qui me tombent dessus, la maladie, tout ça. Donc j'ai réellement vécu cela, et je m'en suis sorti. Et j'ai modélisé, une fois de plus, cette expérience, et je m'en suis sorti parce que, pour répondre à ta question, l'expérience que j'avais préalablement de toute ma vie d'extrême fait que j'avais survécu à tellement de choses que après avoir passé la période de victimisation de Oui. quelques temps, normal, logique, Qui a duré combien de temps? bien 2 ans, hein. Ok. C'était pas mal hein, encore. Ouais. J'ai pas été accompagné psychologiquement, je m'en suis sorti par moi-même, Ouais. avec un médicament très intéressant qui s'appelle la lampe frontale, une paire de baskets, 3 heures du matin, aller courir. D'accord. C'est ce que j'ai fait. Ok. Aujourd'hui, je fais des trails. Donc ça amène toujours des choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a fait un choc. Et je me suis rendu compte, une fois que je suis sorti de cela, que d'autres vivaient la même chose. Et ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité. Ouais. Donc, j'ai décidé, à ce moment-là, de commencer à intervenir auprès des uns et des autres. Et là, par le bouche-oreille, j'ai eu des clients qui sont venus vers moi, des chirurgiens, des chefs d'entreprise, des banquiers. Écoute Laurent, tu as survécu à tout ça. Ça va bien, mais ça dérive un peu là. Est-ce que tu peux m'aider? Ça, c'était avant Covid. Ouais. Et puis maintenant, après Covid, c'est carrément, là, dans le monde dans lequel on est, c'est
waouh, on vous connaît, on sait ce que vous faites, on sait par là où vous êtes passé, Ouais. aidez-moi à m'en sortir. Ok. Et mon carnet de commandes est vraiment plein, j'ai pas de complet, mais plein dans ce domaine-là aujourd'hui. Ok. Et mon but, c'est aider les gens à échapper à la souffrance et prendre du plaisir. Donc si je récapitule un peu, c'est vraiment, à un moment donné, tu t'es dit, bon, voilà, je suis dans cette situation-là, mais parallèlement à ça, j'ai vécu des situations extrêmes durant lesquelles j'ai failli mourir. C'est pas la fin du monde, je vais m'en sortir, C'est ça. je vais me servir de ça. J'ai eu cette référence. J'ai eu la chance d'avoir une référence de très haut niveau de souffrance et d'être sorti de ces souffrances et d'en avoir fait quelque chose surtout. Ouais. Une expérience avec beaucoup de sourires parce qu'il n'y a que de l'amour là derrière. Il y a de la gratitude. Ouais. Tu dis je suis encore là quoi. Ouais. Et aujourd'hui, tous les jours, je me dis je suis encore là, c'est génial, c'est fantastique. Et je partage ça avec nos semblables Ouais. qui rencontrent des situations difficiles mais qui parfois sont pas si dures que ça. Ouais. Voilà. Alors justement, avant de se plonger plus en détail dans ton activité professionnelle, j'ai envie de faire un petit retour sur l'une de ces expériences. J'étais très intéressé par le post que tu as fait sur LinkedIn récemment, où tu parles d'une situation en montagne où tu saignais du nez. Pas du nez, de tout. Ton compagnon de cordée ne voulait plus de toi. Ah, il m'a lâché, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire en détail? Oui, eh bien, cette histoire-là, elle est dans mon roman en plus, Game Over, c'est-à-dire que c'est le deuxième chapitre, et c'est l'importance de cette histoire, c'est que ça m'a référence, ma jurisprudence pour que je puisse relancer ma vie. C'est-à-dire qu'à 47 ans, quand j'ai été ruiné dans cette situation-là, j'étais à deux doigts de me suicider, quoi. J'étais vraiment très très mal. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que dans ma vie, j'ai été bien dans ces moments extrêmes de Ouais. détresse, et Ouais. je me suis rappelé de cette histoire-là. Qui donc était combien de temps avant? Alors, j'avais 32 ans à l'histoire du Népal que je vais te raconter, et à Ok. 47 ans, là, mon game over professionnel. Ouais. Donc, j'ai eu une belle phase entre 32 et 47 ans. Ok. Et 47 ans, j'ai eu ces problèmes-là. Et cette histoire-là m'a rappelé que, ouais, mais Laurent, tu te victimises là. Ok. Rappelle-toi que c'était sympa. Ok. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé à 32 ans? À l'époque, je suis parti 3 mois au Népal. Faut comprendre que c'était dans les années 90, donc il n'y avait pas de Facebook, pas de téléphone portable, il n'y avait rien, juste un copain, vol sec, on s'était entraîné, carte de la région, gros sac de 25 kilos, pas de Sherpa, 3 mois dans la montagne. Ok. Et on a été faire des sommets qu'on décidait de faire. Ok. Et arrivé à un moment, j'ai craché du sang. J'étais mal, il y avait les poumons en fait qui étaient... Alors je pense pas que c'était une embolie, je pense que c'était le froid de Là, l'altitude. vous essayez de... On faisait un sommet tous les deux. Ok. Et à Le 7 premier 000 que mètres, vous avez fait dans le non, voyage? on avait fait d'autres avant, mais là je suis tombé malade, Ok. mais vraiment très malade. Donc je crachais du sang, j'avais mal au crâne, je voyais plus rien, j'avais froid. Et on était à 300 mètres du sommet, et le gars il m'a décroché, il m'a laissé contre un rocher en me disant écoute, tu bouges plus, je m'en vais. Dans quel sens? Il a fini le sommet. Je vais faire le Ouais. sommet et je reviens te chercher? Non, je vais me faire sommer, salut. Et en fait, à l'époque, il fallait bien comprendre, on avait croisé un jeune Canadien qui était pratiquement mort dans nos bras de froid. Donc c'était une autre époque, il y avait un contexte particulier qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, mais aujourd'hui, tout est bien organisé là-bas. Ouais. Mais voilà, donc c'était un peu des jeunes qui partaient et puis on ne sait pas vraiment ce qu'on faisait en fait. Avec le froid, la dimension des montagnes, etc. On n'avait pas de mentor, on n'avait pas de guide, on ne faisait rien, on partait comme ça. Donc, ce que je ne ferais plus aujourd'hui. Ok. Donc, il m'a laissé vraiment très très mal et je me suis senti vraiment partir. Donc, je suis passé dans toutes les situations psychologiques, la peur, la haine, la détresse, la victimisation. J'ai pu revoir mon garçon de 6 ans, je suis foutu, pourquoi je suis venu là? Ouais. Je me suis beaucoup plaint. Et puis à un moment, je sentais que j'allais mourir. Et en fait, c'était juste que lorsque le soleil se levait, c'est très cinématographique. Et juste à la lisière du matin, du petit matin, Ouais. j'étais gelé. Et je sentais donc que j'allais mourir, c'est-à-dire que je sentais que la vie s'en allait. Très intéressant. Pas que la mort arrive. Ça, pour moi, c'est un leurre. C'est l'énergie vitale qui sont là. Tu sens que ça part, quoi. Mais là, donc là, tu es assis dans Ah, la tu neige. cou- ah non, non, c'est pas un neige. J'étais contre un rocher très froid, noir, je me souviens, avec mon sac à dos de travers. On est à quelle altitude là? Autour de 7000 mètres. 7000 Ouais, mètres. ouais. Mais quel est le nom de ce sommet? C'est le Gokyo Peak, Ok. qui est à 6009 exactement. D'accord. Je suis dans ces régions-là, dans la région de Gokyo. Ok. Donc je suis en face de l'Everest, Ok. où tu as un gros truc encore beaucoup plus gros. Ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis dans cette région du Gokyo et je suis collé contre mon rocher. Et puis le soleil se lève et d'un seul coup, ça me fait du bien. Et j'ai l'Everest en face de moi, c'est ce que je voulais voir. Et là, je sens que je vais partir. Et je ne sais pas d'où ça vient, un trait d'humour arrive. Et le trait d'humour, c'est ah, en fait, ce n'est pas grave, tu n'es qu'un moustique sur un pare-brise. Et je trouve ça incroyable, un moustique sur un pare-brise. Ça veut dire quoi? C'est que la vie est tellement éphémère
Et ma vie qui était centrale, mon ego, moi, je, en fait, c'est rien du tout. C'est un moustique, quoi, par rapport à l'échelle de l'histoire humaine, du vivant et de l'univers. Mais C'était une réaction. c'est une voix que tu as Ouais, entendue? ouais, c'est une voix. Une voix. Il y a quelque chose en moi qui me dit ça. Peut-être une Ok. voix, une pensée qui a dit, Ok. mais en fait, qui était un moustique sans parler. Ok. J'ai commencé à éclater de rire. Ok. Et je me suis dit, c'est pas grave. Et j'ai accepté dans un détachement extrême de décéder. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, j'ai arrêté de penser. Et j'ai su après avec des médecins. C'est-à-dire quand ton cerveau, c'est 20%, ton cerveau consomme 20% du sucre du corps. Oui. Et quand j'ai arrêté de penser, de me plaindre et tout, je me suis calmé, mais il me restait un petit peu de sucre. Parce que ces pensées, je les consommais. Mhm. Et ce petit peu de sucre m'a permis de redescendre. Et donc, après avoir rigolé, tu t'es dit. Bah, je me laisse aller, et quand je me suis laissé aller, il n'y a rien qui est arrivé, il y a eu plutôt waouh, tout se passe bien, j'ai eu un petit bout de sucre qui a dû me remonter, Ok. j'étais bien, et je me suis remis debout, complètement tordu sur mes bâtons, et je suis redescendu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton compagnon? Ah ben Tu l'as là, revu après? bien plus tard, parce que après il y a une moraine, bref, il y a plus bas, à 5500 mètres, il y a une cabane qui a été construite par des réfugiés tibétains qui passaient dans la région, sans fenêtre, un truc en pierre, je me suis réfugié là, donc je suis descendu en dessous de 7000 à 5005 dans cette cabane, Ouais. puis après on s'est réfugié quelques jours, le lendemain on était à 4007 dans un village Sherpa, Ok. où je suis resté, on m'a nettoyé, on m'a bouffé, on m'a fait manger, etc. Et ce garçon est revenu, il me dit, ah t'es là, je l'ai vu dans la cabane, il s'est fait des pâtes, et, ah mais je croyais que t'étais mort, puis voilà. Vous n'êtes pas repartis en vacances Alors, ensemble ou non, bien on après n'est pas ça? repartis ensemble, et c'est un monsieur que j'ai fait 10 ans de montagne avec, hein, donc c'est très intéressant. Et plus tard, il m'a avoué, on s'est vu une fois qu'on est rentré en Europe, et il m'a avoué qu'en fin de compte, il a eu peur, et qu'il me demandait pardon, qu'il n'avait pas assumé le fait que Ah. j'étais en train de passer, Ouais. et que lui, de toute façon, il ne pouvait rien faire, donc autant ne pas regarder ça, quoi. Ah ouais. Il voulait éviter Et la je lui ai pardonné situation. largement, depuis, vraiment. Et ça, donc cette expérience-là, dans ces sommets, dans cette altitude-là, Ouais. en fait, je suis né ce jour-là. Parce qu'avant, mon ego me portait énormément. Je n'ai pas dit que ce n'est pas encore le cas, mais Ouais. à l'époque, et ça m'a fait vraiment une claque. Je me suis dit, waouh, il y a une autre façon d'aborder la vie. Et lorsqu'à 47 ans, j'ai eu mon game over, Ouais. je me suis rappelé de ça, et ça m'a tout de suite sorti de Ok. cette ambiance de victimisation, en me disant, mais attends Laurent, c'était génial, tu as survécu à ça, tu as eu un moment de waouh, de bien-être, cette présence-là, va la chercher. Si je comprends bien, durant cette épreuve que tu as vécue au Népal, donc, tu as parlé d'ego. Et c'est un terme qu'on retrouve sur ton site internet où tu parles d'égologie. Je n'avais jamais vu ce terme-là. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? En fait, j'ai découvert que, donc moi je suis vraiment un expert de l'attitude, voilà, c'est bien compris, de l'attitude positive notamment, on peut en reparler aussi, parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Et je me suis rendu compte que derrière cette attitude qui est assez accessible pour nous autres, il y a un algorithme qui est la gestion de l'ego. Mhm. Et l'ego, dans le dictionnaire, c'est identification sans mental. Et dans le mental, c'est-à-dire dans notre tête, disent les experts en neurosciences, nous avons 60 000 pensées par jour. Et ce bavardage interne, on s'identifie et on crée notre personnalité à cela. On devient ce qu'il y a dans notre tête. C'est ça l'ego. Et en fait, dans ces différentes expériences que j'ai vécues, lorsque mon ego se calmait, mon mental se calme, c'est-à-dire que mon identification aux histoires que je me raconte se calme, eh bien il y a la présence qui arrive. C'est un vase communicant. Ok. Et l'égologie, c'est quoi? C'est en fait une méthode, une marque que j'ai déposée, que je revendique non scientifique, complètement basée sur l'expérience, attestée, et qui décrit ces mécanismes justement de gestion de l'ego dans certaines situations de crise. Donc j'ai découvert qu'il y a 4 filtres d'interprétation que l'on s'approprie dans nos têtes. C'est l'agressivité, c'est l'ego qu'on connaît, la victimisation, j'en parle souvent, la fuite, on remet à plus tard, etc. Ainsi que le déni. Ok. Et je me suis rendu compte aussi, en étant témoin, en observant bien sûr moi-même, mais aussi les autres autour de moi, que ces attitudes étaient conditionnées, nos attitudes sont conditionnées, négatives et positives, par ces filtres d'interprétation. Et pour moi, l'ego n'est pas négatif ou positif, c'est juste la dimension. On en a besoin pour fonctionner. Mais si le curseur il est haut, ça commence à être chaud. Et c'est là où il y a des crises d'ego, où chacun veut vendre à l'autre ce qu'il a dans la tête. Et c'est une catastrophe en termes d'interaction humaine. Dans un comité de direction, dans une famille, dans une force commerciale, dans une équipe de sport. Et il nous faut de l'ego pour avancer, mais trop d'ego, justement, devient polluant et amène beaucoup de négativité. Donc j'ai créé une méthode pour cela, que j'utilise à des fins personnelles et qui, de temps en temps,
est très utile dans mes accompagnements, mais pas tout le temps. Méthode dont le but, au final, si je comprends bien, est de justement sortir de l'ego Déjà, alors, pour avoir des pensées plus rationnelles. déjà comprendre ce que c'est que l'ego, déjà, c'est pas mal. Et puis en devenant témoin de notre mental, de notre ego, de notre identification à nos pensées, eh bien, on peut impacter aussi sur nos vies, notre condition de vie. Pour donner des synonymes très pratiques, il y a la conscience qui existe aussi, c'est-à-dire la présence, le bon sens paysan, l'objectivité, la lucidité, l'amour, l'amitié, la créativité. Toutes ces choses, c'est pour moi de la présence, Ouais. qu'on appelle conscience aussi, qu'on peut appeler. Et puis l'ego, c'est subjectivité, interprétation, on s'identifie au passé, au futur, on se crée des histoires, etc. Donc la charge négative, elle est bien souvent dans l'ego, et alors que ça fait de la charge mentale, alors que la conscience, la présence, s'exprime par la gratitude, le fait d'avoir du plaisir d'être ensemble, toi et moi maintenant. Là, on est présent, on n'est pas dans des crises d'ego, on n'a pas à se vendre quelque chose. D'accord. Donc ce que je trouve intéressant dans mon approche, c'est que c'est utilisable, c'est pratique dans la vie de tous les jours. Pour sa santé, pour ses interactions avec sa famille, et pour le business, et pour les entreprises. Et observons, on aurait beaucoup moins d'ego dans notre société, on aurait peut-être beaucoup moins de guerre. Il faut être positif, mais quelque part, la plupart des gens, on a la chance de ne pas être dans ce cas-là, mais la plupart des gens, c'est vrai qu'ils ont un job pour nourrir, pour payer les factures. Donc, est-ce que c'est pas un peu facile de parler de positivité quand toi, tu fais ce que tu as vraiment envie de faire et que ces gens, ils font un job de 9h à 17h pour se nourrir, pour payer les factures. Comment est-ce que tu inculques justement le fait de... Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur comment est-ce que tu arrives à leur voir les choses différemment? Alors déjà, j'aimerais faire une nuance entre la pensée positive, méthode Coué, etc., très connue, et l'attitude. Moi, je parle de l'attitude. Les attitudes sont contagieuses, nous sommes des mammifères sociaux, nous sommes en groupe. Lorsque dans une équipe, quelqu'un ne va pas bien ou affiche une attitude négative, ça impacte les autres et inversement. Simplement, l'attitude négative, c'est quelque chose on a l'habitude, c'est assez chronique et ça se consomme facilement. Je pourrais expliquer pourquoi. Et l'attitude positive, par contre, ça demande de la responsabilité individuelle, ça demande un travail sur soi, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus rare. Et lorsqu'on affiche une attitude positive, on crée du lien, on a une authenticité dans nos rapports et ça génère des opportunités. Ça, c'est simple à comprendre, mais pour le saisir et l'appliquer, c'est beaucoup plus complexe. Et moi, je suis un consultant dans ce domaine-là, j'ai écrit des livres aussi dans ce domaine-là, des méthodes pour apprendre l'attitude positive. On devrait apprendre cela tout petit dans les écoles. Et l'attitude positive, c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas faire oui, c'est génial, c'est super, c'est pas ça. C'est une attitude vraiment d'être responsable de soi et d'arrêter de dire c'est la faute des autres, ou c'est la faute de l'extérieur et de s'assumer. Et ça génère beaucoup d'opportunités, une belle énergie et une communication authentique. Et donc la chance et la providence. Donc c'est un peu le premier pas pour réaliser son rêve, si je comprends C'est la bien. base. Et c'est le bien le plus précieux que tu peux avoir, l'attitude positive. Parce que quoi qu'il arrive, tu peux justement transformer le fumier en engrais. Tu peux changer les choses. Le combustible de la négativité est exploitable comme une expérience, par exemple. Voilà, on vit une négativité, on travaille dessus, ça en fait une expérience, on devient plus fort. Ouais. C'est un exemple. Maintenant, il y a des conditions qui sont tellement négatives ou une souffrance tellement aiguë arriver en parlant d'attitude positive est carrément déplacé. Donc attention, l'attitude positive, c'est un outil, mais il y en a d'autres qui doivent se rajouter dans des cas extrêmes. Mais en tout cas, en étant positif, on a plus de chances de retrouver un job. Ou en ayant une attitude positive, d'être un manager inspirant ou un leader inspirant, ou développer ses affaires qu'en étant négatif, toxique et en écrasant les uns les autres et en dévalorisant nos semblables. Ça me paraît une évidence. Et c'est valable en montagne, avec une cordée. Si on a un négatif au milieu, ça va être chaud. Ouais. Donc dans tous les domaines, l'attitude change notre destin. Ça fait penser un peu à la loi de l'attraction où C'est la même chose. Voilà, exactement. Quand on s'imagine quelque chose de bien, il y a de meilleures chances que ça... Alors, il ne faut pas que s'imaginer. C'est-à-dire qu'il y a des choses à mettre en place. D'abord, il faut décider et pas dire j'aimerais. Décider, être en mouvement. Ça, c'est vraiment mon ADN. Il faut être en mouvement pour créer l'opportunité. Le monde est vaste, n'est-ce pas? Donc, décider d'être en mouvement et afficher une attitude positive. Et ça nous permet de réaliser nos rêves et réussir ce qui nous semble être le plus important dans nos vies.
Est-ce que tu peux me parler un peu me donner des exemples qui te sont arrivés avec des clients, dans Ouais. quel genre de situation ils étaient et comment est-ce que grâce à toi et l'expérience qu'ils ont vécue avec toi, ils s'en sont sortis? Oui, oui, alors ce que je revendique, c'est justement d'amener mes clients dans des expériences immersives où qu'ils prennent conscience par eux-mêmes et par leur corps aussi, qui respirent plus, qui sont dans leur monde et qu'en fait il y a un autre monde qui existe, une réalité à laquelle ils peuvent s'accrocher et relancer leur vie. Ok. Donc c'est de les sortir de cette torpeur-là. Donc un exemple concret, un monsieur qui a un très très gros job sur Genève, bien voilà, il a été licencié à 55 ans avec un énorme salaire. Et à 10 heures du matin, il était sur son canapé à attendre qu'on le rappelle, Mhm. en fin de compte. Parce qu'il est tellement important que c'est pas possible. Ouais. Ça ne pouvait pas fonctionner sans lui. Ouais. Puis au bout d'un moment, il m'a repéré, il dit attends, ce gars-là, je comprends pas, il est plus âgé que moi, il a la pêche, il est marrant, etc. Il m'a contacté, on s'est rencontrés, c'est souvent le cas. On se rencontre, un café, on discute. Je diagnostique si je peux aider ou pas Oui. dans ce moment-là. Et je me suis rendu compte qu'il avait un gros ego de déni, quoi. Le Ok. gars, il restait dans son univers et il fallait casser ça, leur sortir de cela pour que toute sa compétence humaine et technique, professionnelle puisse être réexploitée par lui-même. Donc je l'ai emmené dans une grande via ferrata et c'était très intéressant au pied. C'est lui qui faisait le nœud du guide, parce que je travaille toujours avec des guides, notamment la compagnie des guides des Alpes vaudoises que j'ai intégrée, dont je suis très fier. Ok. Voilà. Donc le monsieur nous faisait notre nœud, quoi. Alors, donc, on lui met le baudrier, on fait bien attention que son nœud soit correct. Et puis, je fonctionne comme cela. Il y a le guide en premier, avec une corde, bien sûr, le client, et moi, je suis toujours en troisième, Ok. troisième de cordée, pour pouvoir communiquer avec les gens, les accompagner dès qu'il y a du stress. On monte dans la paroi, à un certain niveau, on savait qu'il allait stresser. Donc, il monte, il monte, il monte, et d'un coup, il s'arrête, il bouge plus, il tremble. Il se met à pleurer, de peur. Et là, je m'accroche, je monte. Mon guide et moi, on se fait un regard, on sait que c'est le moment. Et je m'accroche près de lui, je m'approche de ce monsieur qui était assez costaud, et avec bienveillance, et je lui dis mais t'inquiète pas, tout va bien, je le rassure, etc. Et à un moment, je lui dis bah, écoute, c'est maintenant que tu vas commencer à m'écouter. Et là, il me regarde avec une humanité, mais incroyable, et du style sors-moi de là, quoi. 10 ans le monsieur à ce moment-là. Ouais. Et bien évidemment, c'était une astuce parce que la sortie était juste à là. Lui, il voyait les barreaux de la Via Ferrata sur 200 mètres, mais nous, on savait qu'il y avait une sortie. Ok. Donc on l'a sorti tout de suite. Et comme j'avais une fondue moitié-moitié dans le sac, on est sorti, il a rigolé, je l'ai assis dans la forêt, toujours accroché, j'ai sorti la moitié-moitié. Maintenant on est présent, là. Je vais pouvoir te parler, j'aimerais que tu m'écoutes. C'est quoi l'essentiel de ta vie? Et là il a posé son ego de déni, il a posé cette charge négative et il a réalisé qu'il était dans un autre monde. Et je suis très fier parce qu'il a retrouvé un gros job derrière. Parce qu'il s'est recentré, s'est ancré, il a arrêté de se raconter une histoire, d'être en attente, Ouais. besoin de reconnaissance, c'est de ça qu'on parle. Ouais. Et une certaine souffrance qui servait à rien, un sac à dos qui ne servait à rien. Une fois qu'elle a compris cela, les gens sont intelligents et savent se mettre en route, hein. Et après, il a changé sa façon d'aborder ses relations, ses interactions, et il a retrouvé emploi. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à travers l'expérience que tes clients vivent avec toi, tu les pousses à rencontrer une situation un peu difficile physiquement, grâce à laquelle ils vont se remettre en question? Pas tous. Ça, c'est une minorité. Cet exemple est minoritaire. La majorité de mes clients ne sont pas sportifs. Et mon job, c'est pas de les sortir de leur zone de confort, c'est qu'ils soient confortables dans leur zone. Donc, je vais te donner d'autres cas d'école. J'ai une dame un peu malmenée dans sa vie, notamment par les hommes au bureau et à la maison. Et bien, cette femme, j'ai fait du glacier en Italie avec elle, avec des couchers de soleil, des choses comme cela. Je lui montrer de l'espace, de l'altitude, de l'air, et qu'elle était capable de se remettre en mouvement. Donc, j'apprends aux gens à respirer quelque part. J'apprends aux gens à se décontracter, à arrêter d'avoir peur, Ok. de développer de la confiance en soi. Donc la majorité de mes activités sont douces, avec beaucoup de bienveillance, mais extrêmement douces. Là, avec ce monsieur, ce cas, il fallait provoquer quelque chose. Et c'est très masculin par ça, hein. Ok. Mais la majorité, c'est pas le cas du tout. On fait des choses, on fait du VTT électrique, avec un Ouais. peu d'escalade derrière, du glacier, bien évidemment, beaucoup de randonnées à ski d'hiver. Mais est-ce que donc du coup tu vas choisir l'activité en fonction de la problématique? Juste, c'est-à-dire c'est même beaucoup plus précis, subtil, si je peux me permettre. Selon la tonicité physique et mentale, l'activité est choisie. Elle est proposée aux clients par moi-même et notre guide. J'ai des guides qui sont rodés à cet exercice-là. Et on va prendre vraiment, on fait un choix de spot, Ouais. toujours très très beau et généralement où il n'y a personne, vraiment dans la nature. Et on fait un choix de spot et d'activité pour faire plaisir à la personne, mais aussi pour je puisse passer un message.
Donc, par exemple, demain, je pars avec un monsieur qui fait 120 kilos et qui a pris du poids par rapport à une situation difficile qu'il a dans sa vie, leur prendre confiance en lui et je vais le faire grimper dans des choses très simples, très cool, on prend notre temps, dans des belles dalles de calcaire dans le canton de Vaud. Donc voilà, avec une petite approche VTT électrique. Donc, c'est toujours très très doux, mais les gens vivent quelque chose, vivent une expérience, surtout se remettent en mouvement. Et donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est de lui montrer que malgré son physique, il peut quand même Ouais. y aller, Ouais. y arriver, quoi. Et je l'ai depuis un certain temps, il est en train de fondre physiquement parce que ça me motive. En disant, mais en fait, je suis capable, je peux le faire, ce n'est pas une obligation de Ouais. vivre ainsi. Pas mal aussi de dames, par exemple, j'ai des clientes, une RH, 48 ans, divorcée, 2 enfants, qui travaille très dur, qui a une grosse pression, grosse charge mentale, et elle a besoin de retrouver du positivisme, reposer, retrouver, de respirer, du bien-être, enlever de la peur. Ouais. C'est de ça qu'on travaille. Et la montagne, c'est un contexte extraordinaire pour ça. Alors justement, parlons un peu de montagne, parce que alors moi j'étais émerveillé par le documentaire Kaizen du fameux Inoxtag, que je connaissais pas très bien. Et ça semble avoir vraiment provoqué un peu une onde de choc dans le cerveau de pas mal de jeunes qui apparemment se lancent dans la montagne, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est bien d'encourager les gens à se dépasser, notamment à travers la montagne? Alors, Qu'est-ce que tu en écoute, penses? moi je trouve que c'est inapproprié. C'est-à-dire que, revenons au Népal par exemple, il y a des tonnes de sommets qui ne sont pas faits en Himalaya. Ouais, Donc ce jeune aurait fait 40 jours de yak pour aller visiter une population lointaine et faire un sommet, un nouveau sommet. Le goût de l'effort, toutes ces valeurs-là sont importantes à transmettre et qu'un jeune le fasse oui, et que plein de jeunes suivent cette idée, c'est très bien. ouais, L'Everest est une catastrophe. Aller sur l'Everest, c'est le Walt Disney de l'Himalaya. Il faut comprendre qu'il y a 200 cadavres tout le long du sommet, c'est quelque chose de très commercial. Et donc d'amener cette image-là à la jeunesse, je pense que le lieu est mal choisi, selon moi, par rapport à ce qu'on aurait pu passer comme message. ouais. Après, moi je suis souvent dans le massif du Mont Blanc, et hélas, des jeunes de 19-20 ans qui se tuent, on en a toutes les semaines. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être pas autant, mais on en a beaucoup. Parce que voilà, ils suivent toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, ou des trailers qu'on retrouve aussi Ouais. complètement perdus sur des glaciers. Donc on a beaucoup actuellement de décès par ignorance. La montagne ne s'improvise pas. Donc j'ai encore le souvenir il y a 10 jours d'un jeune de 19 ans qu'on a retrouvé décédé au pied d'une paroi dans le Mont Blanc et il faisait un solo là-dedans. Il n'avait rien à faire ici, quoi. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que je n'aime pas critiquer. Il y a du constructif dans ce qu'a fait ce garçon. Si ça a pu faire rêver des tonnes de jeunes et leur faire envie de faire du sport et d'aller découvrir le monde, bien volontiers. Mais il y a un côté, je trouve, qui ne me convient pas, qui, je pense, n'est pas très apprécié dans le milieu des guides. C'est toute cette surconsommation commerciale d'une chose qui demande, en fait, certes, beaucoup de force. Il en a eu. Il Ouais. est encadré, il est filmé. Ouais. On a un tel niveau de confort qu'il suffit d'être sportif pour y monter et puis avoir de l'argent. Je pense qu'on a d'autres valeurs à véhiculer, qui sont des valeurs d'amitié, de générosité, de gratitude, d'éthique. Et il y a tellement d'endroits à aller voir sur Terre d'une autre façon. L'ennui, c'est que la portée de son message aurait largement pas eu le même impact si ça avait été le nom d'une montagne que personne ne connaissait. C'est comme le sucre, hein. Un peu de sucre c'est bien, trop de sucre. Ouais, alors ça c'est mon Everest à moi en l'occurrence. Non mais on est dans cette société-là. Ouais, Donc pourquoi dire c'est mal ou c'est bien? Ouais. On ne peut Ouais, pas ouais. dire c'est mal ou c'est bien. Il y a beaucoup de choses positives dans ce qui a été montré. Et puis il y a une partie où il faut avoir du libre arbitre pour Ouais. faire le tri. Je ne suis pas convaincu que les jeunes sont tous équipés pour ça. Tu fais référence à un jeune de 19 ans malheureusement décédé au Ouais. pied d'une montagne. Quelque part, j'ai envie de te dire, ça aurait pu être toi au début de tes aventures. Ah mais carrément. Et raison pour laquelle j'ai envie de te dire, mais pourquoi aller défier la nature à ce point-là, sachant que je pense que l'océan et la montagne, ça doit être deux des Alors- environnements les plus dangereux pour l'homme. Alors, il y a deux choses là-dedans. Quand tu dis j'aurais pu, oui, j'aurais pu, parce que j'ai manqué de lucidité par rapport à l'équipement et aux gens qui étaient autour de moi. Mais si je suis encore là, bien des fois, il y a eu des tempêtes ou des mauvais temps où je suis redescendu. J'ai raté plus de sommets que j'en ai réussi. Ok. Donc, j'avais déjà cette vision de ne pas me faire mal, quoi. Ouais. Donc, il y a plein de gens aussi qui sont un peu kamikazes, qui vont comme ça, s'ils se font mal, c'est pas très grave. Donc, moi, pas du tout. Ok. Plutôt trouillard, tu vois.
Donc j'étais pas, voilà. Donc mon ignorance de jeunesse aurait pu me faire tuer, mais heureusement, bien heureusement, j'avais quand même l'instinct de survie qui fait qu'il y a certaines choses que j'ai pas faites. Donc avoir un peu peur, c'est bon quand même, Moi, il faut pour autant que ce soit le côté sportif que dans la vie, dans la tu vie, dirais. la peur est nécessaire, la peur reptilienne. Hein. Tu mets la main dans le feu, si t'as pas peur, tu te crabes la main. Mhm. Mais la peur de la peur est dangereuse. Pour moi, c'est la souffrance qu'on met par-dessus de la souffrance ou de la peur qu'on met par-dessus de la peur. Ok, Il va m'arriver ça, etc., etc. L'anxiété, en fin de compte. ok. Et ce qui est chronique aujourd'hui. Et ça, c'est très dangereux. Et ça nous rend malades. S'il y a un truc que tu aimerais que les gens retiennent de cette vidéo, de ces petits conseils que tu as, quel serait ton message que tu as envie de faire passer aujourd'hui? Un seul mot, le mouvement. Ne pas rester statique, quelles que soient les situations. Et le monde est vaste. Donc, si à un moment il y a quelque chose qui se passe mal avec quelqu'un ou une petite équipe ou autre, sachez que le monde est vaste. Nous sommes des millions, voire des milliards. Les opportunités, il y en a énormément. Moi, j'interviens auprès, par exemple, des chômeurs longue durée. Mhm. Je leur explique cela. Je dis, il y a 200 000 entreprises à peu près en Genève et Lausanne, en Suisse romande. Il y a un emploi pour vous. Donc, l'emploi existe. Il faut juste chercher où il est. C'est comme en amour, quand on est tout seul, on se dit à un moment, ah, mais non, il y a des gens qui nous correspondent. Il faut juste trouver. Donc, faut travailler, il faut se mettre en mouvement. Et moi, le mouvement, il m'a aidé à me sortir de toute situation. Le mouvement, le mouvement, le mouvement. Nous sommes faits pour le mouvement. Dès qu'on est statique, on rouille, on tombe malade. Donc, soyez en mouvement. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci Benoît.